J'ouvre le second débat de ce Science Publique consacré aux attaques contre la science menées par Donald Trump et son administration. Budget sabré, mots interdits, programme de coopération internationale interrompu. Face à cette offensive violente, c'est un combat scientifique mais aussi démocratique que nous devons mener. Flora Sauvage. Des budgets gelés, des chercheurs licenciés. En un mois, l'administration Trump a engagé une offensive sans précédent contre les universités américaines, considérées comme la bête noire aux yeux du président des États-Unis. Première visée, l'université Columbia à New York. L'administration Trump lui a donné une semaine pour accepter une série de réformes drastiques, sous peine de voir supprimer ses 400 millions de dollars de subventions, du jamais vu pour ce professeur associé à Columbia. Ce sont des centaines de millions de dollars de dettes fédérales qui sont désormais soit annulées, soit gelées, et qui ont un impact absolument décisif sur un certain nombre de pans de la recherche aux États-Unis, et en particulier dans des disciplines qui touchent au développement durable, les sciences du climat, la recherche sur le cancer, la recherche sur la maladie d'Alzheimer, la recherche sur le diabète, par exemple, sont amputées d'un grand nombre de ressources. Aux États-Unis et en France, chercheurs et scientifiques ont été appelés à manifester. Pour cette archéologue américaine, en post-doctorat à l'université de Toulouse, la situation est préoccupante. Cela va tuer une génération de scientifiques américains. Cette censure effective est terrible pour la science et pour l'avenir des jeunes chercheurs américains. Certaines universités françaises, comme celle d'Aix-Marseille, ont décidé d'accueillir les scientifiques dont la liberté académique est menacée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé aux universités de lui faire remonter d'ici au 24 mars leurs propositions sur les dispositifs à mobiliser pour accueillir ces chercheurs américains. La science mondiale est en danger, on en débat tout de suite avec le professeur Alain Puisieux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président du directoire de l'Institut Curie. Stéphane Piednoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sénateur LR de Maine-et-Loire et président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Marie Bellon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste en charge de l'environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat au quotidien Les Échos. Et Sophie Dravinel, évidemment, est restée à mes côtés, éditorialiste politique. Comment vous qualifiez, question très générale pour commencer, Alain Puisieux, cette attaque de Donald Trump et de son administration contre la science, contre les scientifiques? Quels mots vous viennent spontanément? C'est effroyable. Spontanément, je dirais, c'est effroyable. C'était évidemment éminemment inquiétant. C'est inquiétant, je trouve, pour différentes dimensions. D'abord, je pense réellement que la science est un pilier de nos sociétés. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Et donc, c'est une attaque au travers de la science, je pense, de la démocratie. Et c'est effrayant parce que non seulement ça touche directement des chercheurs, et on pense évidemment tout de suite aux chercheurs qui sont impliqués sur l'étude du climat, du réchauffement planétaire, etc., mais pas seulement, c'est déjà terrible évidemment de nier ce qui se passe à l'heure actuelle pour notre planète, mais on voit que c'est encore d'une ampleur supérieure parce que ça touche en particulier le domaine des sciences sociales et ça touche également le domaine de la santé, et ceci de plein fouet. Ce sont des générations de scientifiques, je pense, qui vont être touchées par les mesures qui sont prises à l'heure actuelle par la première puissance mondiale dans le domaine de la science. Oui. C'est la première puissance économique, mais aussi dans le domaine de la science. Mais aussi dans le domaine de la science. Puissante dans certains secteurs, on y reviendra. Sur cet aspect démocratique, évidemment, ce sera l'un de nos chapitres, mais je veux bien vous entendre une première fois là-dessus, monsieur le sénateur. Pourquoi c'est aussi une attaque contre la démocratie? C'est une démolition de la science. La première réaction qui me vient, c'est ça, c'est une démolition massive de la science. Et la science, c'est la connaissance, elle amène la connaissance. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la légitimité que dont Donald Trump bénéficie, puisqu'il a été élu démocratiquement, il a les pleins pouvoirs à tous les niveaux aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de méconnaissance et donc d'éloignement à la science qui est patente dans ce phénomène. Donald Trump lui-même fait preuve d'une totale liberté pour sabrer des pans de la science qui ne lui plaisent pas. On est vraiment dans l'appréciation personnelle et non pas dans un
dans une évaluation scientifique. Il peut y avoir... La vérité alternative qu'il avait déjà théorisée lors de sa première victoire, et évidemment, elle sert aussi à sabrer des vérités scientifiques. On peut avoir un regard critique sur la dépense publique, on le fait évidemment quand on vote le budget ici au Parlement, et la dépense sur la recherche, évidemment, elle doit être questionnée au regard d'un certain nombre de critères, mais ça doit se faire de manière démocratique, pour répondre à votre question. Or là, c'est l'impulsion d'un homme seul, avec son conseiller quand même Elon Musk. Je vous rappelle qu'il souhaite désorbiter l'ISS en 2027, alors qu'il y a des traités internationaux qui font que cette ISS, cette station internationale, doit rester en orbite jusqu'en 2030. Elon Musk a imaginé... Il est totalement jugé parti parce qu'accessoirement, il a SpaceX qui vit de l'argent public et de la NASA. Bref. Absolument. Donc on donne des plein pouvoir à un homme ou quelques hommes, c'est essentiellement masculin d'ailleurs, qui ont décidé de sabrer des pans entiers de la science et de la connaissance, et ça d'un point de vue démocratique, puisqu'encore une fois c'est par la connaissance que le public fait ses choix de manière éclairée qu'on est en train de cisailler la branche démocratique. Oui, Marie Bellan, quels sont les programmes scientifiques les plus touchés aux États-Unis et peut-être par ricochet en Europe? Alors, il y a des programmes... alors, on le savait, que Trump s'attaquerait aux sciences humaines, notamment tout ce qui était études des discriminations, égalité homme-femme. Ça, c'était déjà présent dans son discours en 2017. Le climat un petit peu aussi, parce que je vous rappelle quand même qu'il était sorti des accords de Paris dès 2017. Donc on savait bien que les sciences du climat, c'était pas non plus trop sa tasse de thé. Mais là, il y a un caractère quand même totalement inédit, parce que c'est beaucoup plus important, ça touche beaucoup plus de monde. C'est des licenciements qui sont prononcés du jour au lendemain, qui sont d'ailleurs peut-être pas tout à fait constitutionnels. Enfin ça, on verra ce que diront il y a une bagarre juridique. Voilà. Et je pense que pour caractériser ce qui se passe, il y a ce côté très inédit, parce que finalement, des chercheurs qui sont empêchés de travailler, on se souvient de certaines époques sombres des États-Unis, par exemple le macartisme, des chercheurs ont été empêchés de travailler, mais à cause de leurs opinions politiques. Réelles ou supposées. Là, voilà, réelles ou supposées d'une part, et là, c'est leurs travaux scientifiques qui sont... C'est-à-dire, c'est les matières sur lesquelles ils travaillent, ça n'a rien à voir avec les opinions politiques, ou plutôt... Pour Trump, je pense qu'il assimile en fait les recherches scientifiques à des opinions politiques, et c'est ça en fait qui fait la différence. Et c'est vrai que les sciences du climat sont très touchées, et c'est très inquiétant parce que pour la recherche mondiale, il faut reconnaître que les États-Unis, c'est une force de frappe incroyable. Si je vais citer la Valérie Masson-Delmotte, climatologue, qui avait fait un petit décompte des travaux scientifiques qui ont été menés depuis 5 ans dans le domaine du climat. 23% des articles, ils sont issus d'équipes de recherche qui sont basées aux États-Unis. Alors, pas forcément des chercheurs américains, comme on le disait, ils ne sont pas forcément de nationalité américaine, mais ils travaillent aux États-Unis. À titre de comparaison, la France, c'est 5%. Vous vous rendez bien compte de la déperdition que ça va être si ces gens ne peuvent plus travailler, s'ils n'ont plus de crédit, plus d'équipes aussi, parce qu'en fait, il y a parfois aussi des équipes qui sont licenciées. Et s'ils n'ont plus le droit d'utiliser le mot pollution, puisque ça fait partie de la liste des mots interdits, mais ça, ce sera l'objet d'un chapitre dans notre débat. Il y a beaucoup de chercheurs français qui travaillent avec des collègues américains ou des collègues européens basés aux États-Unis et qui travaillent aussi avec des outils qui sont financés par les Américains. C'est ce qu'explique Romain Villa. Il est en première année de thèse en microbiologie à l'Institut Pasteur, et c'était lors d'une manif à Paris. C'est quelque chose qui nous affecte énormément, parce que même en France et dans la recherche française, parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'on utilise qui sont hébergés aux États-Unis, qui sont là grâce à des fonds américains, etc., des investissements américains. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça peut être menacé, toutes ces infrastructures qui constituent la base de certains de nos travaux. Par exemple, toutes les bases de données. Si un jour on n'a plus accès, ou alors c'est plus efficace comme avant, ça va clairement nous mettre encore des freins sur notre travail et sur même les données qu'on peut acquérir pour travailler correctement. Et je suis en train je l'avais oublié. En fait, je pensais que l'opération était terminée, de mettre la jonquille de l'Institut Curie. C'est une opération de sensibilisation du public à la question de la lutte contre le cancer. Et alors, ça m'amène une question qui est évidente, liée à notre thème. Est-ce que vous, sur ces thèmes particuliers, vous travaillez avec des chercheurs américains en collaboration avec d'autres instituts américains, et donc est-ce que les décisions de Trump, vous disiez ça peut avoir des effets sur la santé, vont vous impacter? Bien sûr.
Alors, avant toute chose, merci à toutes et à tous de porter cette magnifique institution qui, même pour ceux qui l'ont oublié en début les travaux. Et ils sont tous excusés. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Bien sûr que les attaques actuelles aux États-Unis ont un impact très fort sur la recherche qu'on peut développer en France et dans les autres pays, pour plusieurs raisons. Les deux principales, c'est d'abord parce que, comme on le sait, il faut le répéter, la recherche aujourd'hui est internationale. La vieille image du chercheur ou de la chercheuse dans sa tour d'ivoire n'existe plus. On travaille en collaboration et des programmes les plus ambitieux sont des programmes qui sont collaboratifs entre différents pays, entre des équipes de recherche de différents pays. Donc, quand il s'agit des États-Unis et donc de tout ce que les États-Unis apportent, évidemment, ne plus pouvoir travailler, en tout cas dans de bonnes conditions avec les équipes de recherche américaines, pose des vrais problèmes à nos équipes de recherche. La deuxième chose, c'est déjà le cas maintenant, on commence déjà à le sentir parce que, en fait, beaucoup de chercheurs américains sont dans une situation d'attente et d'angoisse, d'anxiété très forte parce qu'ils voient leur budget qui diminue, donc ils sont obligés déjà de faire des choix en fait sur les projets qu'ils peuvent continuer à développer et ceux qu'ils vont devoir pour le moins freiner. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de bases de données. On connaît l'importance évidemment des données pour faire de la recherche qui sont détenues, qui ont été développées par les grandes agences ou les universités américaines et qui probablement vont être amenés, peut-être même à disparaître. Oui. Donc c'est des pertes énormes. On y revient dans un instant, mais il y a la réponse française et européenne, peut-être de moyen terme, mais je voudrais aussi vous entendre là sur une réponse. On parle d'urgence d'une certaine façon. Est-ce que on peut prendre le relais et est-ce que c'est seulement une question d'argent? Stéphane Piednoir. On sait que l'attractivité de la recherche en France, elle n'est pas au niveau. Et ça, c'est un constat qui est fait depuis plusieurs années. La loi de programmation de la recherche de 2021 a tenté d'améliorer un petit peu les choses. Alors, avec le côté financier, évidemment, une réévaluation des salaires des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mais aussi des façons innovantes de recruter. Et je pense que ce qui manque probablement au modèle français, c'est un peu de souplesse. Sur les doctorants, 50% des doctorants en France sont étrangers, 70% aux États-Unis. Ça donne un petit peu l'enjeu du melting pot qui a lieu au niveau international avec ces travaux de recherche. Donc il faut faire preuve d'agilité, il faut, je pense, ça a été le cas avec la LPR, un petit peu avec les chaires de professeurs juniors, on a pu outrepasser un petit peu la filière classique de recrutement d'un enseignant-chercheur, mais on peut imaginer d'autres formes, pourquoi pas. Je sais que c'est un peu un tabou dans le milieu, mais d'avoir uniquement des enseignants, uniquement des chercheurs dans le monde de l'enseignement supérieur. Il y a des gens qui se sentent très à l'aise dans un secteur et qui ne veulent pas faire l'autre. Tout ça, c'est un peu tabou. Les partenariats aussi avec le privé. On a besoin d'argent et on sait bien, la LPR, c'est 3 milliards d'euros supplémentaires depuis 2021. C'est pas rien. De programmation sur la recherche. Voilà, exactement. C'est pas rien. On avait demandé d'ailleurs au Sénat avec la co-rapporteure Laure Darcos à l'époque de concentrer sur 7 ans au lieu de 10 ans. On n'a pas été tout à fait entendu. Mais il faut aller chercher l'argent là où il y en a, et notamment des partenariats avec des grands groupes privés. Moi, j'ai en tête une proposition qui avait été faite à l'époque par Total de financer quasiment un labo de recherche dans un campus parisien. Ça n'a pas abouti, voilà, parce qu'on a des blocages un peu idéologiques de ce point de vue-là. On n'a pas ce type de... C'est un géant français et on en a besoin, mais c'est pas celui qui a la meilleure image. Il est un peu irritant. Oui, mais il a de l'argent et il est en train de se convertir à d'autres formes de production. C'est peut-être du pragmatisme. La catastrophe scientifique, elle est mondiale, on l'a dit, on est tous d'accord là-dessus. Et vous l'évoquiez notamment avec ces bases de données soudainement indisponibles. On écoute le ministre de l'Enseignement supérieur qui en parle et qui parle aussi de la Station spatiale internationale. On écoute. Je peux vous donner un exemple très simple. Monsieur Musk a annoncé qu'il voulait désorbiter la Station spatiale internationale en 2027, alors qu'elle fait l'objet d'un traité international et qu'elle est censée être en fin de vie en 2030. Donc voilà, je ne sais pas exactement s'il parlait en tant que président de SpaceX ou en tant que membre de l'administration américaine. C'est une question intéressante. Mais c'est un exemple, mais c'est aussi plein d'autres exemples. C'est des suivis de zoonoses, des suivis d'épidémiologie qu'on peut plus faire aujourd'hui parce que les bases de données ne sont pas disponibles et parce que les bases de données de la NIH, donc de l'Institut de santé américain, ne sont plus aujourd'hui disponibles.
Donc on est vraiment au cœur de ces enjeux de santé dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être d'un mot, quand on parle de zoonose, c'est quoi en quelques mots pour bien comprendre, bien nous expliquer? Alors je ne suis pas forcément la plus grande spécialiste, peut-être que monsieur pourra le dire plus clairement, mais c'est vrai que d'avoir des suivis des épidémies, de savoir comment... Là par exemple, il y a une déclaration un petit peu étonnante du ministre de la Santé américain qui dit qu'il faut laisser la grippe aviaire, là, donc qui sévit en ce moment aux États-Unis, se développer pour voir quelles sont les espèces qui vont résister. Si on fait ça, le virus, je parle sous votre contrôle, va devenir de plus en plus virulent, il va muter. Donc il y a parfois des aberrations quand même qui sont dites. Et je rebondis sur l'histoire des données. C'est vrai que c'est vrai en épidémiologie, c'est vrai en santé. Là, sur le climat, par exemple, l'administration américaine qui est chargée, qui fait les relevés atmosphériques et océanographiques, c'est la moitié des données dans le monde qui sont faites par cette administration. Là, ils ont arrêté les lâchers de ballons, ils ont arrêté les... Donc on n'aura plus ce suivi sur les émissions de CO2, de méthane. Alors, même si ça s'arrête que quelques mois, il n'y aura pas de suivi des données. Enfin, je veux dire, c'est dramatique pour la communauté scientifique, mais j'allais dire pour la communauté humaine tout court. Ouais. Zoonose, effet sur notre santé, qu'est-ce qu'on peut en dire? On le sait, on a eu des exemples récents, même s'il n'y a pas eu de démonstration très claire quand même de l'origine de la Covid, de la dernière pandémie, qu'évidemment il y a des espèces animales qui vont transmettre certains agents pathogènes à l'espèce humaine, et dans quelques cas, ça va provoquer des pathologies humaines. Et d'où l'importance de la surveillance, parce que là, on parle d'épidémie, voire de pandémie. Exactement. Et c'est rien de mieux qu'une coopération internationale pour lutter contre ces pandémies. Mais bien sûr. Mais imaginons un instant que M. Trump soit redevenu président de la République un an avant la pandémie. Que nous avons dû affronter donc récemment. Je pense que ça aurait été une catastrophe absolue parce que les États-Unis, les chercheurs américains, pas seulement eux, mais les chercheurs américains ont eu un impact très fort pour le développement des vaccins qui nous ont permis quand même de sortir, à peu près en tout cas, de sortir de cette pandémie. Eh bien, je pense que dans 2 ans, on aura perdu cette force majeure et donc ça ouvre évidemment des risques très importants si une nouvelle pandémie se déclare ces prochains mois, c'est clair. Et alors les chercheurs sont directement impactés, on l'a bien compris, mais alors aussi des chercheurs français, vous allez nous raconter, Sophie, l'histoire d'un chercheur français qui a été expulsé à son arrivée aux États-Unis. Alors première chose, Thomas... Première chose à tous, il est important à poser en préalable, les États-Unis sont souverains en matière d'entrée et de séjour des ressortissants étrangers sur leur territoire. Bien sûr. Ceci dit, l'affaire est grave, sinon assez folle. Mercredi 19 mars, l'agence France-Presse publie une dépêche sur une déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste. J'ai appris, dit-il, avec préoccupation qu'un chercheur français qui se rendait à une conférence près de Houston s'est vu interdire l'entrée sur le territoire américain avant d'en être expulsé. Le chercheur était en mission pour le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. L'affaire se serait déroulée le 9 mars et selon mes informations, c'est un jeune chercheur de Toulouse qui se rendait donc à Houston pour la Lunar and Planetary Science Conference. Excusez-moi pour mon accent, un rendez-vous d'experts... Il est meilleur que le mien, vous inquiétez pas. Non, un rendez-vous d'experts 56e du genre qui s'est déroulé du 10 au 14 mars. Alors pourquoi a-t-il été refoulé à la frontière ? Eh bien, pour crime sa descente de l'avion, en fait. Absolument, pour crime de lèse-majesté, visiblement, je cite encore le ministre, parce qu'il faut être prudent dans ce dossier, cette mesure aurait été prise par les autorités américaines parce que le téléphone de ce chercheur contenait des échanges avec des collègues et des relations amicales dans lesquelles il exprimait une opinion personnelle sur la politique menée par l'administration Trump en matière de recherche. Les autorités américaines ont estimé que ces critiques de Donald Trump s'apparentaient à du terrorisme. La France, de son côté, a redit son attachement à la liberté d'opinion et à la liberté académique. Cet ingénieur, donc, qui vient de Toulouse, mais en fait, on n'en sait pas mieux. Le conseil lui a été donné de rester assez discret. Le ministre Philippe Baptiste, lui, a sans doute été informé tout simplement parce qu'il est l'ancien président du Centre national d'études spatiales.
de quoi aggraver. Elle illustre évidemment, Thomas, cette dérive pour le moins autoritaire des États-Unis. Ouais. Et évidemment, on va conclure cet édito par les tensions diplomatiques entre la France et les États-Unis. Eh bien, parce que ça les aggrave, évidemment, alors que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a estimé lundi que c'est grâce aux États-Unis que les Français, aujourd'hui, ne parlent pas allemand. Merci. De quoi aussi inciter des universités à se positionner les plus en pointe dans l'accueil des chercheurs américains. Un peu de com' aussi, parce qu'en réalité, nos salaires dans la recherche risqueraient plutôt de les faire fuir. Merci beaucoup, Sophie. Ça veut dire quoi, Stéphane Piednoir, que les chercheurs vont devoir renoncer à leur liberté d'opinion pour aller travailler aux États-Unis ? Même y séjourner. Oui. C'est gravissime, mais on parlait d'aspect démocratique tout à l'heure. La liberté d'opinion, c'est ce qui caractérise aussi un État démocratique. Oui. Évidemment, elle a ses limites. On définit ce qu'est la liberté d'opinion. En France, par exemple, l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas proférer des menaces comme on le souhaite. En revanche, la liberté d'opinion, de critiquer, de caricaturer même, elle est reconnue, même constitutionnellement. C'est un droit que l'on peut exercer en France. Et là, on voit que ces libertés, elles sont en train de reculer aux États-Unis. Le commentaire abject de la porte-parole, franchement, si on commence, on voit bien que les chevaux sont lâchés, quoi. C'est totalement débridé. La saison 2 de Trump aux États-Unis, c'est une gouvernance totalement débridée où on se permet tout, on est seul au monde, c'est America First sur toute la ligne, quoi. Et donc on n'a plus de limites, on n'a plus de partenaires, on n'a plus d'alliés, on ne respecte plus ça. On voit bien d'ailleurs, ça rejoint d'ailleurs la façon dont Donald Trump a traité la géopolitique, la façon de vouloir régler la crise entre la Russie et l'Ukraine, le conflit. Il y va avec un bulldozer en disant c'est moi qui vais imposer mes vues et alignez-vous sans l'Ukraine, sans l'un des principaux protagonistes. C'est inconcevable quand on est attaché à la liberté, évidemment. Et évidemment, en réaction toujours sur cette histoire que vous nous avez racontée, Sophie, ce chercheur qui n'a pas pu entrer sur le territoire américain, réaction communiquée de l'Académie des sciences, qui s'élève avec vigueur contre cette pratique et cette décision, qui mettent gravement en cause la liberté fondamentale du monde académique, liberté de pensée, d'expression et de voyage. On pourrait se demander de quoi Donald Trump et son administration ont-ils peur ? Eh bien, écoutez le sénateur écologiste Yannick Jadot, il nous dit qu'ils ont peur du pouvoir de la science. On a aujourd'hui aux États-Unis, mais malheureusement dans le reste du monde, des attaques extrêmement violentes contre la recherche, notamment qui touchent à l'environnement, qui touchent à la santé, qui touchent à l'ensemble des sciences sociales, parce qu'au fond, ces régimes d'extrême droite, ces régimes fascistes aujourd'hui, veulent construire un discours politique sur la post-vérité, sur les mensonges, et que, évidemment, quand on construit un discours politique sur les mensonges, la science, c'est un contre-pouvoir. Professeur Puisieux, pourquoi les scientifiques font peur aux dictateurs ? Parce que je pense que certains dictateurs ont peur de la vérité et des faits scientifiques. Parce qu'en fait, évidemment, faits scientifiques, donc la science et l'idéologie font souvent mauvais ménage. Et donc, s'il s'avère que des faits scientifiques vont à l'encontre des idées qu'ils veulent imposer, ça veut dire qu'il faut attaquer la science. Et je crois que c'est vraiment la base même de ce qui est en train de se passer. Je me permets aussi d'insister sur, là encore, l'ampleur de ce qui se déroule et qui se déroule depuis en fait quelques années. Évidemment, on parle beaucoup des États-Unis et de l'administration Trump parce que c'est tellement brutal, c'est tellement fort, c'est tellement rapide. Et parce que ça concerne les États-Unis, évidemment, on va en parler beaucoup. Malheureusement, ce ne sont pas que les États-Unis. Et je crois qu'il faut le dire parce que c'est presque plus inquiétant encore. Il y a un indice qui s'appelle l'indice de liberté académique qui est publié chaque année par une université allemande. C'est très sérieux avec donc des critères qui sont pris en considération pour essayer véritablement d'avoir une évaluation quantitative de la liberté de chacun des pays. Eh bien, 34 pays à travers le monde, les plus importants, 34 pays voient leur indice s'effondrer depuis ne serait-ce que 2 ans. S'effondrer. Donc c'est une tendance mondiale. C'est assez facile de deviner quels sont ces pays. Évidemment, vous allez y retrouver la Chine, évidemment, vous allez y retrouver la Russie, etc. Vous allez trouver aussi quelques pays européens. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on y trouve des démocraties ou des pays européens ? On trouve des démocraties et des pays européens. Pour certains, on en comprend assez vite la raison.
Je peux citer la Hongrie, par exemple, parmi ceux-là. Pour d'autres, c'est moins évident, il faut le dire. La Finlande voit une diminution de son indice de liberté académique. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça pose des questions qui sont absolument majeures en termes de démocratie. Là encore, c'est quelque chose d'inquiétant. Et je crois que l'Europe, et en particulier la France, pays des Lumières, se doit de donner l'exemple. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui de donner l'exemple et de transmettre un message très fort pour défendre la science au niveau international alors qu'elle est très fortement attaquée. Marie Bellan, l'administration Trump et d'ailleurs une bonne large partie des républicains américains, ils sont partis en croisade contre les grandes universités. Il y a eu des fonds qui ont été sabrés, notamment pour, je pense à Columbia, qui est peut-être un grand symbole des universités américaines. Il y en a eu d'autres aussi. À quoi ils s'attaquent ? Il s'attaque à peut-être la liberté justement académique dont on parlait, parce que ces universités, alors, ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'on dit souvent que les universités sont très indépendantes aux États-Unis parce qu'elles ont beaucoup de mécènes, de fonds privés. On voit qu'elles sont quand même aussi très dépendantes de fonds fédéraux, parce que là, il y a des coupes qui sont quand même 400 millions de dollars, je crois. C'est faramineux. Donc oui, je pense qu'ils s'attaquent à cette liberté académique et au fait qu'il y a des universités qui ne sont pas dans l'idéologie qu'ils veulent défendre. Et moi, je trouve ça un petit peu savoureux. On parlait là de liberté d'expression, liberté d'opinion. Quand on se souvient qu'il y a quelques semaines encore, le vice-président Vance est venu faire un discours à Munich pour faire la leçon aux Européens parce que, soi-disant, on ne respectait pas suffisamment la liberté d'expression en Europe, qu'on avait oublié cette valeur cardinale et qu'aux États-Unis, au moins, on pouvait dire ce qu'on voulait. Je pense que c'est quand même une belle illustration que ce n'est pas du tout le cas et je trouve ça tellement paradoxal que ça mérite d'être souligné. Et ces universités, elles sont, selon Donald Trump, son administration et ses soutiens, le symbole de l'idéologie woke, des dérives de l'idéologie woke, Stéphane Piednoir. Donc on est dans un combat idéologique, là. Oui, sur Columbia, il y a quand même un paramètre politique. C'est aussi ne pas avoir respecté ses engagements sur l'antisémitisme, sur le conflit. Il y a eu le conflit israélo-palestinien. Voilà, il y avait des engagements et je pense qu'aussi en France, il faut aussi qu'on se regarde de temps en temps. On pourrait avoir de temps en temps un discours un petit peu plus ferme à l'égard de certains établissements qui laissent filer des choses. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il faut prendre les choses à bras-le-corps. Sur les chercheurs français, je voudrais revenir un instant sur la fascination qu'un professeur français a suscité au moment de la crise du Covid. Parce qu'il proposait soi-disant une potion miracle qui a reçu la visite du président de la République himself. Carrément. Et puis qui a vu son texte publié en très peu de temps, ce qui n'aurait pas dû être. Moi, je suis totalement incompétent pour juger la profondeur et la justesse de ses travaux, évidemment. Mais en revanche, je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même établir que l'histoire lui a pas donné raison. Donc, il faut aussi regarder. Moi, j'ai beaucoup critiqué à ce moment-là sur la crise du Covid en France que les chercheurs étaient sur les plateaux de télé. Pourquoi ? La place des chercheurs, c'était de chercher à ce moment-là. On était totalement dans l'inconnu. Moi, ça, je suis pas d'accord. Oui, mais il fallait vraiment. Ok, il y avait une inquiétude, mais le principe de la recherche, c'est justement qu'on est dans l'incertitude. Mais c'était une occasion si vous me permettez d'aller au bout, c'est qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et on entendait un chercheur qui disait quelque chose, un autre chercheur qui disait le contraire. Ça amenait de l'anxiété supplémentaire dans la population française. Or, il fallait un porte-parole. Delfraissy a fait ça très bien après. Mais je pense que la multiplication des interventions des chercheurs qui disaient tout et le contraire de tout, ça n'a pas aidé. Alors, Sophie, et ensuite, je veux bien vous entendre là-dessus. Moi, je pense au contraire que ça a permis aux Français d'entrer dans la logique de la recherche, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas asséné du jour au lendemain, mais qui est un état de continuité et un état où l'on finit par trouver quelque chose après avoir balancé des hypothèses qui n'étaient pas vérifiées, par exemple. Mais je parle en non scientifique. Et moi, je pense au contraire que ça a mis sur nos plateaux un vocabulaire que les Français n'avaient pas en tête, des réalités. Pourquoi pas le professeur Raoult, quoi, finalement. Ça a été ça, la finalité, ça a été ça. Je veux bien vous entendre là-dessus parce que c'est vrai que si on parle finalement de... c'est un peu notre débat du rôle de la science dans une démocratie, de son poids, de sa capacité à éclairer les politiques avant qu'ils prennent des décisions. C'est exactement ça. Est-ce que cette crise Covid n'a pas finalement, effectivement, je suis assez d'accord avec vous, fragilisé la science ? Moi, je crois effectivement qu'elle a posé question sur la façon dont la science peut être développée. Elle a posé question à beaucoup de nos concitoyens
Après, c'est bien d'être remis en question. C'est pas parce qu'on est scientifique qu'il ne faut pas être remis en question. Et c'est vrai que l'exemple qui a été donné me paraît être une excellente raison de s'interroger. Ceci étant, donc je ne partage pas non plus l'avis que ce n'était pas la place des scientifiques d'être sur les plateaux. Le problème, en fait, ce n'est pas tant la place du scientifique sur le plateau, c'est le discours qui est tenu. C'est-à-dire qu'on était évidemment dans une situation très particulière, où c'était une situation où on ne connaissait quand même pas la maladie qui frappait le monde, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y avait des doutes. Je pense qu'il aurait été bien de discuter justement de l'importance de la science et de la démarche qu'il fallait mettre en place pour répondre à cette pandémie, plutôt que de poser des hypothèses qui n'étaient alors que des hypothèses. Donc ce n'est pas tant le fait que... Je trouve que c'est bien que les scientifiques s'expriment, parce que je crois réellement qu'il faut augmenter la culture scientifique de notre pays. C'est une urgence absolue, même je le crois. C'est en lien avec ce que nous disions. Maintenant, évidemment, il faut faire attention à ce que l'on dit. Ouais. Allez, il nous reste une douzaine, quinzaine de minutes dans ce débat. On va faire la liste des mots interdits, parce que là aussi, on est quand même... c'est assez effrayant ce qui se passe aux États-Unis, mais vous vouliez prendre la parole là-dessus. Je voulais juste rajouter que, bien sûr que le doute est un moteur de la recherche scientifique et que ça, c'est très important. Mais là, on met en doute des choses qui sont certaines. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, c'est pas une opinion, c'est quelque chose qui est prouvé. Le fait que les gaz à effet de serre sont dangereux pour l'humain, alors que c'est une évidence. Enfin, je veux dire, personne ne remet en cause ça. Si, beaucoup. Il y en a qui le remettent en cause. C'est assis sur des faits. Là, pour le coup, il n'y a pas de controverse scientifique. Enfin, voilà, je veux dire, on peut douter de certaines choses et c'est bien. Et généralement, ça fait avancer la recherche scientifique. Mais là, il n'y a pas de matière à discussion. Voilà. Oui, mais le principe de la science, c'est qu'une vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain, puisque la science continue de chercher et d'avancer. Est-ce qu'on peut dire ça, professeur Puisieux? Bien sûr qu'il y a des dogmes même qui peuvent être remis en question et on croit qu'une vérité... Mais bien sûr, mais ça c'est le principe même de l'évolution, ça se fait comme ça. Et en fait, dire qu'il faut quelque part... bloquer l'avancée scientifique, ce qui est clair, c'est que ça ne fera jamais avancer nos sociétés. Ça, c'est sûr. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est que la connaissance a un rôle absolument prédominant, parce que c'est par la connaissance que nous avançons dans tous les domaines. Mais en plus, il y a un mauvais calcul derrière tout ça. Et c'est là où je trouve que c'est totalement incompréhensible pour moi ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Exactement ce que je me suis dit. C'est qu'en fait, il insulte l'avenir de son pays. Il y a un problème, mais bien sûr, parce qu'il y a un problème d'idéologie derrière. En fait, je pense, probablement je caricature un peu, mais je me le permets, il y a un problème d'idéologie. On sent bien en fait que la science est attaquée par l'administration Trump parce qu'il considère qu'il y a certains faits scientifiques qui peuvent bloquer l'évolution qu'il souhaite, qui est une évolution financière au niveau économique, très clairement, et technologique. C'est vrai que c'est le tout technologique. Là, c'est clair, on parlait d'Elon Musk, c'est vraiment tout technologique. Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que même si on raisonne ainsi, le NIH, qui est tellement attaqué, l'a démontré sur des choses... c'est la santé. L'investissement, voilà. Mais l'investissement dans la recherche, c'est un investissement qui rapporte. Il faut aussi le dire. Au-delà même de la connaissance, c'est un investissement qui rapporte. $1 investi pour le NIH, $2,67 en termes de revenus. Donc en plus, c'est un mauvais calcul. Donc c'est incompréhensible pour moi. Il y a l'idéologie, c'est ce que vous nous disiez, et donc j'en viens à cette liste de mots interdits. On va évoquer ça avec Yann Effelé tout de suite. Et rebonsoir Yann, on parlait du wokisme, la lutte contre le wokisme qui prend une place très importante dans le programme de Donald Trump. Et l'une des traductions concrètes, c'est donc l'interdiction d'utiliser certains mots. Oui Thomas, si je vous dis femmes, racisme, pollution, vous pouvez en tirer une conclusion, c'est que je ne suis pas une agence gouvernementale américaine, elles ne peuvent plus les utiliser. Des mots tout à fait communs qui sont utilisés sur des pages web, des programmes scolaires. Eh bien, ceux qui figurent sur cette liste, on va les voir en détail, là, vous les avez tous ici, eh bien, sont pour certains bannis, pour d'autres, il est recommandé de la prudence avant de les utiliser. C'est une enquête du New York Times, le journal américain, qui a compilé donc ces 200 mots que les agences gouvernementales ne sont plus libres d'utiliser comme elles l'entendent. Et ce qui est frappant, c'est le corpus, puisqu'il symbolise les priorités de l'administration américaine. Parmi les 200 mots, beaucoup évoquent les discriminations,
la diversité, l'oppression, disparité, ethnicité, le mot noir, privilège, inclusivité. Il y a aussi tout le vocabulaire du genre, de minorité, d'identité. Et à noter aussi une série de mots qui sont liés à l'environnement, plus le droit d'utiliser énergie propre, crise climatique, sciences du climat, pollution. Oui, effectivement, des mots qui correspondent aux aversions de Donald Trump. Avec quelles conséquences concrètes? Avec des conséquences pour la recherche, notamment, puisque la présence de certains de ces termes dans les dossiers de financement a suffi à faire obstacle au projet de recherche. Les scientifiques ont dû revoir leur copie. Pour tous ceux qui dépend du financement public, comme c'est souvent le cas pour la recherche, l'impact est réel. Difficile d'imaginer comment mener une étude sur le climat quand on voit les mots qui sont interdits. Même chose pour les sciences sociales. Autre aspect à noter, des pages web d'organes gouvernementaux ont été supprimées parce que sur ces pages web figuraient des données scientifiques sur l'égalité, le genre ou encore le climat. Je vous donne un exemple concret. Sur le site du ministère de l'Agriculture, si vous faites certaines recherches sur le changement climatique, eh bien c'est cette page qui s'affiche. Une page d'erreur, quoi. Une page d'erreur. Il y a eu des vagues de dépublication de contenu pour se conformer aux directives. Pour Donald Trump, ces mots sont ceux de la gauche et traduisent une volonté d'alimenter un catastrophisme climatique, je le cite. Il se bat contre tout ce qui nuit à la compétitivité américaine et la bataille pour lui passe aussi par le langage. Oui, on l'a bien compris. Merci beaucoup Yann pour tous ces détails. Marie Bellan, ça veut dire que là, il y a des programmes scientifiques, notamment parlons du climat, qui sont en train de s'arrêter. Qui sont complètement stoppés. Il y a par exemple une des auteurs du GIEC qui est américaine, qui travaille à la NASA. Bon, déjà, on lui a empêché dans un premier temps de se rendre à un sommet du GIEC qui était en Chine il y a 15 jours. Son équipe a été licenciée. Puis là, c'est elle qui a été licenciée aussi il y a une semaine. Donc, du jour au lendemain, voilà, des scientifiques qui travaillaient sur ces sujets n'ont plus de financement, ne savent pas si ils vont pouvoir garder leur emploi. Alors, certains ont été réintégrés. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que certains ont été licenciés. Là, ça a été attaqué en justice. Donc, ils ont été réintégrés, mais ils n'ont plus d'équipe. Donc, ils ne savent pas. Quand les chercheurs français que moi, j'ai croisés dans la manifestation qui avait été organisée, donc il y a une dizaine de jours, dans le cadre du mouvement Stand Up for Science, me disent, nous, on leur écrit pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Ils ne nous répondent même pas. Ils n'ont même pas le droit de répondre. Enfin, donc, il y a une forme d'autocensure. Il y a une omerta complète, oui. Ouais. Et d'ailleurs, les mots qui étaient utilisés, moi, m'ont vraiment frappé. On parle de purge, on parle de sabotage. Enfin, c'est des mots très forts. Et je pense que côté américain, ces chercheurs, ils sont dans un état de sidération, parce qu'ils ne savent plus du tout s'ils vont pouvoir continuer, s'ils vont devoir s'exiler. Moi, il y a aussi un point que je voulais noter. Vous savez, ce programme qui existe pour accueillir des chercheurs étrangers qui ne peuvent plus travailler dans leur pays, mais pour des raisons... Oui, il y a des Irakiens, des Syriens, il y a des Russes un peu en ce moment. Là, il y a des Américains qui ont déposé des dossiers de candidature sur ce programme POSE. Alors on se dit, on est quand même, ça donne la mesure quand même de la détresse et du désarroi dans lequel sont les scientifiques américains. Justement, on va terminer là-dessus. Il nous reste quelques minutes sur la réponse française, mais aussi européenne. Écoutons le président de l'université d'Aix-Marseille qui justement ouvre un financement pour accueillir des chercheurs américains. Pour ces chercheurs, j'ai souhaité offrir une possibilité de financement de chaires de professeurs pour pouvoir les accueillir à Aix-Marseille Université. J'espère qu'on pourra lancer finalement un mouvement national, parce que nous, on va faire des actions, mais on ne va pas pouvoir, bien évidemment, récupérer tous ces scientifiques-là. On l'a fait pour des scientifiques en danger dans des pays en guerre, et là, on le fait pour ces collègues-là, parce qu'à mon avis, il y a urgence, il faut le faire très rapidement, pour finalement leur montrer aussi tout le soutien de la France à ces collègues-là. Et j'ai beaucoup entendu ou lu ces derniers jours cette expression dans la bouche de scientifiques français ou européens. Il faut réarmer la science européenne. Évidemment, la phrase n'est pas anodine à l'heure où l'Europe est en train de parler d'un plan de 800 milliards pour sa défense. Et c'était le thème de notre premier débat. Voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir d'urgence des lignes de crédit pour accueillir ces chercheurs ou ces scientifiques américains? Bon, évidemment, ça interroge parce qu'en plein débat budgétaire, on était... à la recherche de fonds, justement, de crédits pour notamment les universités. Je suis en lien avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour voir comment on peut restructurer, consolider les crédits des universités qui sont en souffrance. Et là, d'un coup, d'un seul, on dégage de nouvelles ressources. Philippe Baptiste a appelé à une communion européenne, un élan européen pour qu'on aille dans ce sens-là, pour accueillir des chercheurs américains, enfin, en tout cas qui sont aux États-Unis. Oui, parce que parfois c'est des Européens qui sont partis aux États-Unis et qui demanderaient qu'à revenir. Il faudrait quand même
être vigilant sur l'effet miroir que ça peut avoir. Le balancier, vous savez, ce qui vient des États-Unis vient régulièrement en Europe et en France, et qui a un effet balancier. Peut-être qu'à un moment donné, on ne s'est pas suffisamment interrogé sur la nature des travaux qu'on subventionnait fortement, et que là, il y a eu un effet balancier très très fort, évidemment, avec Donald Trump, mais il n'est pas interdit de penser qu'un jour ou l'autre, en Europe et en France, on ait des restrictions. Peut-être pas de cet ordre-là, mais en tout cas, peut-être qu'on aura à s'interroger sur le type de recherche qu'on veut financer. C'est de l'argent public. Je pense qu'il y a peut-être un examen de conscience à faire, un examen budgétaire à faire pour qu'on aille vers des recherches qui soient pas seulement en phase avec ce que veut le président de la République, mais ce qui représente l'avenir du pays. Et ça, ce sont les appels à projets. À partir du moment où on choisit, forcément, Mais ce sont les appels à projets nationaux et européens. On interrompt certaines recherches. Donc, alors oui, je suis d'accord, on ne peut pas éparpiller l'argent public un peu partout. Pardon, Sophie, j'ai pas entendu. Il est possible. Oui, que Donald Trump montre un mouvement dont il faudrait s'inspirer. Dont il faudrait se méfier. Oui. Bien sûr. Ouais. En tout cas, il faut être vigilant là-dessus, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez les moyens, question très basique, puis à l'Institut Curie, d'accueillir des chercheurs américains aujourd'hui? Est-ce que vous avez les lignes de crédit pour le faire? Donc, nous n'en avions pas de spécifique qui était prévu. Oui. Ceci étant, c'est vrai que l'Institut Curie a une histoire, évidemment, depuis même sa création par sa fondatrice, d'Institut international. Et c'est très fort à l'Institut Curie. Nous avons 77 nationalités qui sont représentées au centre de recherche de l'Institut Curie, dont d'ailleurs des chercheurs américains. Donc, c'est évidemment, nous avons donc un programme qui est existant, qui permet d'attirer notamment des jeunes doctorants, post-doctorants ou jeunes chercheurs qui viennent de l'étranger. Ceci étant, donc, comme tous les grands instituts, j'en discute souvent avec Yasmine Belkaïd de l'Institut Pasteur ou Bana Jabri de l'Institut Imagine, nous sommes en train d'essayer d'imaginer comment pouvoir accueillir plus de chercheurs dans ce contexte-là. Maintenant, soyons absolument clairs. On parle des chercheurs américains. Je pense que nous devrions plutôt parler de chercheurs qui sont actuellement aux États-Unis. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de chercheurs européens qui sont partis là-bas. Mais c'est important aussi pour nos communautés scientifiques. Vous attendez du gouvernement ou du chef de l'État un engagement assez fort là? Moi, j'attends effectivement un engagement fort. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépasse presque ça dépasse pour moi la défense de la science en elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que la France a un devoir d'exemplarité pour pouvoir défendre la liberté académique par notre histoire, parce que la France représente. Donc oui, j'attends quelque chose de particulier de la France, même si bien sûr il faut travailler avec l'Europe, c'est une évidence. Mais j'attends quelque chose de particulier de la France, aussi bien pour ce devoir d'exemplarité que pour se redonner quand même une image aussi un peu plus brillante en termes de recherche. Ça l'a été dit tout à l'heure. La recherche française est en perte de vitesse. Ceci est dû d'abord à un manque de financement de notre recherche quand même. Nous sommes 17e mondial en termes d'efforts de la nation au niveau de la recherche et ça a des conséquences en termes d'attractivité pour nos métiers. Donc je crois qu'il faut prendre ça en considération parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, la connaissance qui vient de la science est essentielle. Donc je crois aussi qu'il faut bien penser à la recherche fondamentale et la liberté de la recherche est essentielle. Donc tout ça, il faut le défendre avec force. Espérons, qui sait, une prise de parole forte d'Emmanuel Macron dans les prochains jours. On verra bien. Un tout dernier mot. Un dernier mot. On parlait d'attractivité, on a parlé de chercheurs étrangers qui pourraient revenir en France. Enfin, en tout cas, qui sont. On n'a pas parlé des jeunes chercheurs français qui, finissant leur thèse ou qui sont en post-doc, partent aux États-Unis. Et qui là se disent qu'est-ce que je fais? Comment il va y en avoir enfin, je veux dire, toute cette génération, enfin, dire que ce soit dans les sciences, la génétique, la physique, ils y vont tous aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est quand même dramatique. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, merci à tous, c'était passionnant. On défend la science évidemment, parce qu'en défendant la science, on défend nos démocraties. On vous lit évidemment dans les Échos, Marie Bellon. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous dis à lundi. Vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, notre plateforme. Nous réécouter en podcast. Et puis je vous annonce que dans la matinale de Public Sénat, demain, Oriane Mancini reçoit Éric Coquerel, député insoumis de la Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Belle soirée.